Ok. Là, on est en direct. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'émission numéro 7, donc Coach Live, avec donc l'équipe un peu réduite ce soir. Il y a Manuel Abreu, le coach Manu. Bonjour Manu. Bonjour Pépite, bonjour à tous. Bonjour Seb. Et donc le deuxième de l'équipe, c'est Sébastien Cuvier, le coach Seb. Salut Bonsoir Pépite, coach. salut Manu, bonjour à tous. Et donc nous aurons ce soir comme invité en latence, c'est donc Fabien Pujot, qui juste avait un petit souci de connexion. Donc là, ça ne va pas tarder, il va arriver. Donc dès qu'il arrive, on vous le dit, vous le verrez à l'écran. Moi, je voulais en profiter pour remercier le site donc, de Marie-Laure Julian, donc le site Foot Gironde, qui va donc diffuser l'émission en direct. Alors, je vais lui donner le lien, comme ça, elle va le diffuser. Alors, tac. Donc, j'en profite aussi pour remercier tous les téléspectateurs qui viennent à chaque émission. Jusqu'à maintenant, on arrive à remonter déjà jusqu'à pratiquement 10 000 connexions, 10 000 vues par vidéo, donc en l'espace de 3-4 jours. Donc ça devient vraiment de plus en plus énorme. Donc on remercie tous les invités à passer. Bonjour Fabien. Bonjour. Est-ce que tu peux basculer ton téléphone en paysage? Oui, bien sûr. Voilà, comme ça va normalement se mettre. Normalement. Ça bascule ou pas? Je sais pas, après j'ai un téléphone à l'ancienne. Hein. Ben, remets-le, alors c'est pas grave. Ça ira. Voilà, ça ira. Donc, attends, alors là, je propose à Marie-Laure Julian. Alors, c'est foot. Hop. Salut Fabien, bienvenue. Ça va? Ça va? Bon, désolé, hein, au final, c'était pas prévu que je me déplace, donc je suis sur une aire de repos. Bonjour Fabien. Ça va bien? Bonjour. Ça va. Et toi? Super. Parfait. Ok. C'est vous qui cliquez pour que je vous vois ou comment ça se passe? Non, c'est Non, Pépite. c'est Pépite, c'est notre DJ C'est le là. régisseur. C'est le régisseur. Ah, Un technicien. ok. C'est notre chinois à nous. Là. D'accord. Donc, Fabio, comme je te le disais à tout le monde, donc c'est l'émission numéro 7, donc l'émission de Coach Live. Alors, comme tu as suivi depuis le début, c'est une émission qu'on a créée pour faire un dialogue entre coachs, déjà, principalement, sans question de journalistes ou politiques. L'idée, c'est de parler de différents profils de coachs qui font des carrières ou qui sont des profils qui sont intéressants à entendre et pour montrer et démontrer que tout coach qui s'investit dans sa passion et qui le fait bien peut arriver à faire des choses extraordinaires. Le cas, par exemple, de la dernière émission avec Christophe Gamel, qui a démontré, en démarrant de très bas et en n'étant pas très connu, on va dire, il est en train de réaliser quelque chose de super et extraordinaire. Et il nous fait découvrir des choses au passage et on apprend beaucoup de choses. Et c'est ça qui est valorisant et intéressant. Et voilà, et l'idée de t'inviter, c'est, voilà, ton parcours est super intéressant. Et surtout, en plus, tu es de la région, donc Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde. Ton parcours est diffusé. Donc là, on diffuse l'émission avec, tu connais Marie-Laure Julian, donc sur Foot Gironde. Ok. Du coup, il va y avoir pas mal de téléspectateurs de la région qui vont être à l'écoute. Et l'idée, c'est de faire partager ton vécu, ton histoire, qui est qu'un début, parce que tu es un coach jeune encore. Et l'idée, c'est de nous raconter comment tu as fait pour faire ton parcours. Déjà, présente-toi et puis présente ton parcours de joueur avant d'aller sur le parcours d'entraîneur. À toi la Oh, parole. le parcours de joueur va être rapide, mais Fabien Pujot, 47 ans, marié, 2 enfants. Parcours de joueur, parcours amateur d'un joueur au niveau régional, au niveau national. Donc le parcours, il est très simple. Je commence dans les Landes en cadets nationaux au Stade Montois et je vais jusqu'en Division 3.
Et ensuite, je me rapproche pour les études sur Bordeaux et je signe à la Jeunesse Vinavez en National 2 puis National 3. Et après, je bascule au Stade Bordelais pour terminer ensuite pour une insertion professionnelle au club de l'US Lormont. Voilà mon parcours jalonné de beaucoup d'émotions et beaucoup de rencontres et de partages. Donc là, c'est le début de ta carrière d'entraîneur, c'est bien à Lormont, on est d'accord? Oui, ben, comme beaucoup de joueurs amateurs, à un moment donné, approcher la trentaine, on se pose la question de l'insertion professionnelle. Donc, le club de Lormont me proposait de rentrer au service des sports. Donc, j'ai terminé ma carrière, ma pseudo-carrière de joueur en division supérieure régionale à Lormont. Ça s'est plus ou moins bien passé pour l'entraîneur en place et le président, M. Jacquelot, à l'époque, m'a proposé, puisque j'avais les diplômes, de reprendre l'équipe sur les 5 derniers matchs de la DSR et je commence mon aventure d'entraîneur par une descente, puisqu'on descend en division honneur régionale. Voilà. Et ça a commencé à ce moment-là. Donc dans un club qui était stable ou pas du tout? C'était vraiment à construire? Non, un club, pour ceux qui connaissent l'US Lormont, c'est le club de la rive droite, donc le club du côté de la zone sensible, zone d'éducation prioritaire. Donc, non, de vrais problèmes de discipline, de pseudo-violence. Donc, il y avait un président très courageux et qui a fait confiance à un jeune entraîneur et on a construit un projet très identitaire de la rive droite, puisque auparavant, le club ressemblait, les joueurs du club ressemblaient pas obligatoirement au public et à la population de la rive droite. Et nous, on a pensé que c'était bien de promotionner la jeunesse de cette zone géographique parce qu'il y avait beaucoup de créativité et nous, on a essayé d'amener un peu de rigueur, un peu de discipline et beaucoup de savoir-être. Voilà. Et donc, l'aventure a débuté à cette période. Quand tu dis nous, tu inclus qui là-dedans? Bah, c'est toujours une histoire de team pour moi, voilà, de plusieurs personnes. C'est jamais une seule personne qui. Voilà, je mets en priorité le président parce que c'est un président qui a eu beaucoup de courage à cette période-là, qui a fait des choix forts, puisqu'on a décidé sur le début du projet de limiter les effectifs, donc de dire non à beaucoup de jeunes joueurs, de jeunes enfants, mais pour redorer l'image, pour restructurer l'encadrement. Donc, il a fallu au début limiter les effectifs. C'est ce qu'on a fait avec ce président et toute une équipe. Et redorer l'image, voilà, il y a eu des idées intéressantes et importantes en termes de pédagogie pour redorer un peu cette image-là. Et sur les premières années, ça s'est bien passé puisque la vitrine, c'est souvent celle qui permet l'accélération des choses. Et avec ces jeunes de la rive droite, on est monté la première année de DHR en DSR et la deuxième année, on est monté de DSR en DH. Donc, ça a crédibilisé tout le projet et tout le discours qui était de l'institution. Donc, ça a mis les bases de la dynamique, quoi, surtout. Ouais. Les gens ont adhéré au projet parce qu'ils prenaient forme et le positif a fait que ça adhère encore plus facilement, quoi. Voilà, c'est souvent le discours théorique doit être accompagné des actes parce que sinon, surtout là dans cette période-là, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc après, on était aussi sur la formation. Donc on a eu aussi la chance dans cette période-là d'avoir le retour de Lamine Sané qui était en difficulté à Agde, je pense, et qui est revenu avec nous en division honneur régionale et qui a rebasculé au Girondin de Bordeaux et qui a signé pro. C'est suivi son frère Salif qui était avec nous en division honneur et qui est parti au Girondin à signer pro. Et quand on est monté, au bout de la 3e année, on est monté en CFA 2. On a la 2e année de CFA 2, Cédric Yambéré qui aussi a rejoint les Girondins et a signé pro. Donc voilà, il y a eu toute une dynamique qui a fait que dans cette période-là, beaucoup de belles choses se sont passées dans ce club-là. Ouais. De toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas, en tous les cas, Seb, Manu, le club de Lormont, comme d'autres clubs, mais le club de Lormont,
on va dire, et un club qui est porteur de talent. En fait, il y a beaucoup de jeunes de talent. Les Girondins, pendant un moment, se sont servis pas mal dans ce club-là. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont joué, qui ont évolué même en Ligue 1, qui arrivaient de Lormont quand même. Comment il s'appelait le latéral gauche qui était très bon aussi? Il était de Lormont celui-là aussi. Il y avait Lamine Diatta qui était de Lormont, donc qui a fait une vraie bonne carrière. Le petit qui est parti d'Espagne qui a joué en équipe de France un peu, là. Comment il s'appelait celui-là? Non, tu avais Dugarry qui sort de Lormont. Mais après, j'ai pas souvenir. Tu parles de qui d'un latéral gauche? Oui, oui, latéral gauche. Je me souviens plus comment il s'appelait. Ah, j'ai pas la mémoire. J'ai la mémoire qui flanche un peu. Ouais, mais Voilà, tout ça avec très peu de moyens, puisque pour faire le distinguo, le budget à l'époque était de 150 000 euros. Donc, tu vois un peu ce que ça peut donner en CFA2, c'est-à-dire la Nationale 3 aujourd'hui. Donc, très peu de budget, pas d'argent, que du savoir-faire et que du partage. Donc, c'était pour moi les meilleures années sur le plan humain avec mes joueurs. Voilà, il n'y avait pas la notion d'argent, donc il n'y avait que la notion de passion. Voilà. Donc, c'est vraiment des moments où j'ai des amis aujourd'hui encore joueurs, à Tim Faraz, à Zafat. Voilà, j'ai beaucoup d'amis encore au téléphone de cette période-là. Mais elle a eu une fin parce que avec 100 000 euros de budget, la troisième année, la deuxième année, on descend sportivement, mais on est maintenu administrativement. Et la troisième année, on débute très très bien le championnat puisqu'on est leader au bout de 4 journées. Mais la CFA des Girondins était en grosse difficulté à cette période-là. Et Yannick Stopira était venu nous rencontrer pour essayer de pouvoir aider sa réserve. Et il nous a pris Mamadou Ndoye et Yambéré Cédric. Et ça nous a totalement plombé la saison. Et ça a été une troisième saison très très difficile, tant sur le plan sportif que financier. Et donc, on est descendu, on a eu une fin de saison très compliquée. On est descendu en régional cette année-là. Voilà. Et cette année-là, le lien se fait avec le club de Bergerac, puisqu'on se rencontrait et le président Fauvel avait été sensible au projet identitaire. En parallèle, lui, dans cette période-là, il avait un des plus gros budgets de la poule, voilà, qui approchait le million d'euros, mais avec une vraie stratégie de faire venir des joueurs avec des gros CV de l'extérieur. Et il n'arrivait pas à monter. Donc, il lui a semblé que c'était important peut-être de recentrer un peu l'identité Grand Sud-Ouest avec le pôle Girondin, le pôle Toulouse. Et l'idée a été de modifier le projet à Bergerac et de faire confiance à des jeunes issus du centre de formation qui sont pas passés pro et qui avaient des liens communs. Et la première année, on fait top 5 et la deuxième année, on accède au CFA. Voilà le parcours du début de ma carrière d'entraîneur. Avec des bons parcours en coupe. T'en avais fait à Lormont des parcours en Coupe de France ou pas? Non, jamais. J'ai jamais eu. Bergerac. Voilà, Bergerac sur la deuxième année donc la première année en CFA, on est promu. On est dans la poule ouest. On fait une très belle saison puisque jusqu'à la mi-saison, on est en concurrence pour la montée avec Concarneau. Mais Concarneau, cette année-là, avait fait une saison exceptionnelle. Ouais. Et on finit quatrième de CFA. La deuxième année, on essaie d'améliorer les choses. Donc, cette fois, on est en course pour la montée avec Cholet. Mais en parallèle, c'est la première fois où le club de Bergerac, le staff et beaucoup de joueurs ont vécu une campagne de Coupe de France où on bat Lens en 16e de finale, on fait 8e de finale contre Lille. Et donc, on a été un peu le cumul des deux compétitions a fait que ça a été compliqué pour nous sur la toute fin de saison. Et en plus, on a eu un événement un peu malheureux où on perd le dirigeant le plus proche de l'équipe, qui était le papa de René Dolivet, donc qui décède du cancer. Et c'est dans la même semaine après Lille. Et on va à Cholet jouer le match le plus important pour la montée, où on fait un gros match, on fait 0-0. Mais on fait jouer un joueur suspendu et on perd des points sur ce match-là, qui nous plombe totalement la montée. Mais on perd pas confiance. Le projet était de monter sur 3 ans. C'était le deal qu'on s'était donné avec le club. Et la troisième année, je pense qu'on a une bonne stratégie avec des bons joueurs, mais on a la malchance de tomber dans la poule sud. Ils nous ont changé de poule.
Et la poule sud, voilà, il y a eu beaucoup de déplacements très très longs sur lesquels on n'était pas préparé en termes de logistique. Et c'est pareil, on fait un très très bon début de saison, une bonne première partie de saison, mais en deuxième partie, on est en difficulté sur le plan collectif et on monte pas. À partir de là, on se voit avec les dirigeants, avec le président Fauvel. Bon, moi, j'ai bien sûr la volonté d'essayer une 4e année parce que c'est dur l'accession du National 2 au National 1. Il y a des clubs qui essayent depuis beaucoup d'années. Mais le club a fait un choix très respectable de se dire que ça faisait 5 ans que j'étais au club et que peut-être il fallait un discours nouveau et régénérer des choses. Donc le bon parcours avec Bergerac m'a permis d'avoir plusieurs sollicitations, Canet-en-Roussillon, Bastia-Borgo et Toulon. Voilà, donc Toulon pour moi c'est de l'histoire puisque mon grand-père était pas loin, on allait voir les matchs à Mayol, donc j'ai été charmé par l'histoire de Toulon et les supporters et voilà et ce stade. Donc j'ai fait le choix le plus difficile parce que c'est un choix très compliqué. Et autant j'étais préparé sur le plan sportif, autant sur le plan psychologique, le contexte m'a vraiment perturbé. Voilà, je sortais de mon sud-ouest très calme où les dirigeants te laissent travailler, où si tu montes pas, il n'y a pas trop de pression. Et là, voilà, autant sur le plan sportif, la méthodologie, je l'avais en tête, autant les joueurs ont adhéré. Mais j'ai été très perturbé sur voilà, deuxième match. À la mi-temps du deuxième match, tu es à 0-0 chez toi contre Pontarlier. Et arrivent les premiers prémices de l'émotionnel du Sud-Est. Voilà. Donc malgré ça, je me suis accroché avec les joueurs et on a vécu une saison très difficile sur la première partie parce qu'on fait 6 sur 15 sur les 5 premiers matchs, donc on est en difficulté. Ensuite, on améliore les choses. En décembre, on est en grande difficulté. Moi, je suis convoqué 2-3 fois par ma direction pour savoir si on va poursuivre. Et puis à partir de janvier, on perd plus, on est invaincu et on fait une fin de saison où là, toute l'histoire de Toulon, tous les supporters comptent dans la dernière ligne droite où tout d'un coup, les gens basculent vers la croyance et ça met une énergie supplémentaire, peut-être par rapport à certains clubs qui n'ont pas cet engouement-là. Voilà. Et on vit une saison où moi, j'arrive la première année, je monte avec Toulon avec une attente de 12 ans. Donc, mais il y avait de telles complications avec la direction. Voilà, j'étais maître de mes entraînements dans la semaine, j'étais maître de ma compo d'équipe, mais pas de grand-chose supplémentaire. Donc à l'intersaison, je participe pas trop au recrutement, c'est compliqué. Je sais que ça va être très compliqué, je me pose la question de rester, mais quand tu arrives de la R3 et que tu as la possibilité de vivre la Nationale 1, bon, c'était tellement difficile pour moi de refuser ce projet et de me dire, non. Mais je savais, voilà, dès le deuxième match qu'on joue au Restart, non, le troisième match qu'on joue contre le Gazélec, ça devient, contre Bourg ou le Gazélec, ça devient déjà compliqué. Voilà, on fait 3 nuls, mais et puis bon, après la suite, tout le monde la connaît. Hein, on n'a pas gagné un match sur les 10 premiers, on fait 6 nuls, 4 défaites, on perd pas les matchs de plus d'un but d'écart. Ça faisait rigoler beaucoup de gens à l'intérieur du club, mais à la mi-temps, sur les 10 premiers matchs, on est leader de national, donc ça veut dire que sur la moitié de la durée d'un match, on était très performant, mais on n'arrivait pas à être constant. Et puis la suite, voilà, après, c'est un club avec beaucoup d'émotionnel et ça laisse peu de place à la continuité, à la stabilité, à la confiance. Donc, ils ont fait le choix de modifier le staff, mais le mal, à mon avis, était bien plus profond, quoi. Voilà. Ouais, voilà un peu l'histoire de mon parcours d'entraîneur. Donc là, du coup, on s'aperçoit sur ton début de carrière, entre Lormont, Bergerac et donc Toulon, on voit une progression et un changement de club intéressant, parce que le premier club, Lormont, c'est un projet de départ, avec un président, comme tu l'as dit, c'était de l'amitié, tu sentais qu'il fallait construire, bâtir, on te laissait les cartes, tu n'avais pas de pression autre que structurer un club, comme tu dis, identitaire. Après, tu es parti dans un club un peu plus ambitieux, le club de Bergerac, qui sur la région est un club qui est bien structuré déjà. En termes de communication, ils sont très bons. C'était un des premiers que je trouvais très très fort dans la com. Donc ce club-là ambitieux, mais comme tu dis, les ambitions, et même si tu mets les moyens, c'est pour ça que tu montes. Donc là, tu t'es retrouvé dans un contexte de coaching vraiment que uniquement pour l'équipe première. Donc tu t'es retrouvé entraîneur pro, on va dire, même si tu n'étais pas sous le statut pro, mais tu étais entraîneur dédié à l'équipe. Donc déjà, c'est un changement de statut pour toi
dans ton évolution de coaching. Et après, donc, tu pars à Toulon et là, tu atteins le Graal en devenant entraîneur professionnel, puisque tu vas en national. Et donc là, tu atteins encore un autre contexte avec une pression autre qui est une pression de l'identité du club qui est très pesante, avec tout l'encadrement et tous les dirigeants qui sont dans une attente de folie là-bas. Et on le voit encore aujourd'hui, il y a des gens très fortunés qui disent qu'ils vont prendre le club. Ça. Donc on sent bien que c'est un club compliqué à prendre, avec des ambitions très attendues. Mais là aussi, tu t'aperçois, et toi tu l'as vécu, que tout ne se fait pas comme ça. Et on voit bien que la stabilité est le point clé de tous les clubs et de tous les projets. Comment tu as vécu ces changements de vision de coaching en fait sur les trois là? Non, c'est très juste ce que tu dis. Voilà, dans un premier temps, je ne me pose pas la question à leur manque du métier d'entraîneur. Voilà, c'est la passion. Je viens, je découvre la construction d'un club. Je prends beaucoup de plaisir à être le manager, puisque j'étais le manager du club. J'essayais de transmettre mes convictions sur tout un club sportif. À Bergerac, c'est vrai que je me recentre beaucoup plus sur l'entraînement de l'équipe première, et en parallèle sur les 2 premières années, je continue mon métier dans la collectivité territoriale puisque je suis détaché à la mairie de Bergerac. Et c'est que quand on monte en CFA où c'est la première fois où voilà, ça va devenir mon métier. Voilà, c'est là, il y a plus d'à côté. Tu cumules plus 2 emplois. Le président te dit voilà, moi, mets-toi en dispo. Donc, j'ai le privilège dans les collectivités territoriales de pouvoir te mettre 10 ans en dispo. Et je commence la dispo avec là, cette fois, oui, un vrai objectif de me dire que nos limites, tu es en National 2. Écoute, prends tout ce qu'il y a à prendre, mais dans un contexte très favorable parce que c'est très famille Bergerac, avec un président très proche de son entraîneur qui lui donne la possibilité de s'exprimer, voilà, qui est beaucoup à l'écoute. Et la dernière étape, et là, c'est changement total. Donc, c'est un club. Donc, les 2 précédents, il y avait beaucoup de réflexion, il y avait beaucoup d'écoute les uns par rapport aux autres. Et là, j'arrive dans un club où il y a un actionnaire majoritaire qui, lui, a des idées bien précises de comment arriver au haut niveau. Et c'est difficile de l'éduquer, c'est difficile d'avoir le temps. Voilà, là, c'est le gagner-perdre. Il n'y a que le gagner-perdre, avec peu de réflexion, peu de structuration. Alors en National 2, ça a fonctionné parce que l'histoire, parce qu'on était aussi quasiment le plus gros budget avec Annecy de la poule, donc avec des moyens, avec des joueurs de qualité. Mais je pensais réellement que sur cette première année en montant, parce que voilà, j'aime bien la méritocratie, donc je pensais que j'avais mérité qu'on puisse me faire confiance et me donner un peu plus de clés. Et ça a été tout l'inverse à l'intersaison. Voilà, le contexte très compliqué où beaucoup de gens se sont rapprochés du président et au contraire, voilà, j'avais encore moins de possibilités de s'exprimer. Et c'est devenu très, très difficile, que ça soit dans mon staff ou des gens que je n'avais pas obligatoirement eu la volonté qu'ils nous rejoignent, plus des joueurs que je me suis retrouvé dans mon effectif, que je n'avais pas eu au téléphone et sur lesquels on n'avait rien projeté. Donc, avec un groupe de 29 joueurs, donc très, très compliqué sur le plan du management. Donc voilà, donc, en tout cas, il faut toujours voir le positif. Donc en tout cas, ça m'a permis de connaître peut-être un des plus difficiles contextes en amateur, en termes de pression, en termes d'objectifs, en termes de voilà. Donc j'ai eu du temps là maintenant de pouvoir bien réfléchir. C'est vrai, et il faut savoir reconnaître que c'était la première fois où on me débarquait, donc ça faisait quoi, 13 ans que j'ai entraîné, j'ai toujours eu une phase positive. Donc il a fallu se remettre en question, échanger avec beaucoup de collègues et bien analyser, se remettre en question et cette fois se dire que le prochain projet serait un projet où je peux retrouver un peu mes premières années lormontaises où cette fois je peux être dans un projet où il va y avoir de l'ambition au niveau national 2, de l'ambition, mais une sérénité et une vraie confiance et une vraie politique sportive autour du technicien, quoi, un peu manager du club. Donc, mon choix ne se portera que sur ce type de projet. Voilà, je ne partirai plus sur un projet où il y a pas de cohérence. Voilà, est-ce que le fait d'être monté avec Lormont me donne un peu ce privilège-là d'avoir le choix?
bon, en tout cas, je prendrai le temps de prendre ce type de projet-là. Ouais. Manu, Fabien, si je comprends bien, quand tu arrives à Toulon, est-ce que tu as eu le loisir ou la possibilité de choisir les gens avec lesquels tu allais travailler? Et dans le même temps, est-ce que tu as eu, toi, lors de la première saison, le choix de recrutement? Alors la première saison, parce qu'il faut comprendre en fait mon arrivée à Toulon, parce que je suis du Sud-Ouest. Pourquoi j'arrive à Toulon? Donc j'arrive à Toulon parce que y a un recruteur de la région du Sud-Est qui voit les matchs contre Toulon et qui me suit sur la saison et qui a priori est sensible sur le football pratiqué, puisqu'on était assez différents dans l'identité qu'on avait. Voilà, le Sud-Est est beaucoup un jeu très direct, basé sur le deuxième rebond, basé sur les transitions rapides. Et nous, on essayait d'avoir un jeu de position, voilà, d'être capable de manœuvrer, de créer l'espace, de l'exploiter. Donc, cette personne, ben, c'est lui qui fait le lien avec voilà, c'est l'influenceur un peu du président, voilà, parce que souvent, on arrive dans un projet grâce à des gens qui influencent le décideur. Donc, c'est lui qui influence le président et qui lui dit qu'il faut me prendre, voilà, parce que je suis pas du tout connu dans le Sud-Est. Donc ça, ben, si je peux remercier le président, et je le remercierai toujours de m'avoir fait vivre les émotions à Toulon. Et donc sur mon arrivée, oui, en effet, la première année, on est dans l'échange en tout cas des profils de recrutement. Donc je suis en relation avec un recruteur qui recrute pour le club. Et là, voilà, il y a des échanges au téléphone. Idriss El Chergui qui arrive du Paris FC, je l'ai au téléphone. Voilà, il y a vraiment une construction intelligente sur l'effectif et sur l'équilibre de l'effectif. La preuve, puisque Franck Cheata, qui était à Bergerac, je l'amène avec moi à Toulon. Voilà, donc sur la première année, oui, il y avait eu beaucoup plus d'échanges. Après, ça a été compliqué. Voilà, quand les mauvais résultats sont arrivés, je te prends l'exemple, Franck Cheata a joué 3 matchs de début de saison et après, il n'a plus jamais joué, quoi. Le président a décrété qu'il n'était pas fait pour le contexte toulonnais et il a été capable de le payer toute l'année pour qu'il reste chez lui, quoi. Voilà, Ouais. voilà, donc voilà, après, c'est tous ces éléments-là qui ont créé un désordre psychologique entre la direction, l'entraîneur. Après, le staff, bon, mais le staff, j'ai eu le privilège de pouvoir amener mon collègue depuis toujours, qui est Alex Gasparotto, qui était avec moi depuis Lormont, qui m'avait aussi suivi à Bergerac. Et puis après, on a fait avec les gens qui étaient en place, avec Luigi Alfano, donc qui est la statue, l'emblème de Toulon. Donc avec Luigi, ça s'est très bien passé, très sincèrement, voilà, qui m'a pris sous son aile, qui a été très protecteur. Et puis était déjà là un préparateur physique, était déjà là un intendant. Voilà, après on a fait avec le local. Mais sensiblement, la première année, entre le staff et les joueurs, c'est pas là où il y a eu les problématiques. Voilà, les problématiques, elles se sont créées quand tu vas faire des choix de joueurs qui ne correspondent pas obligatoirement au choix des recrues, puisque certains étaient en difficulté. Et donc là, on commence à te faire comprendre peut-être que c'est important, on les a fait venir, il faudrait les faire jouer. Donc voilà, tous les paramètres sont là. Voilà, tous les paramètres sont là des problématiques qu'il y a pu avoir. Mais sinon, non, la première année, c'est très cohérent ce qui est fait en termes de stratégie. Le club était tellement dans l'attente de monter en national que quand ils sont montés, les têtes de certains ont dû chauffer un peu et du coup, c'était un peu trop. Ils ont oublié les galères qu'ils ont eues pour arriver déjà à monter. Ils ont oublié peut-être ça parce que là, je trouve un truc qui est dommage, que toi, tu as dû ressentir ça comme une déception. C'est que, je sais pas, moi, mon entraîneur, il me fait monter mon équipe en national, surtout quand un club attendait ce moment depuis 12 années, tu as dit. Tu fais 6 nuls, 4 défaites. Pour moi, c'est pas plus dangereux que ça. 6 nuls, 4 défaites, ça veut dire que, comme tu dis, si tu perds que 1-0 en plus, c'est que c'est pas loin. Après, peut-être qu'il manquait des joueurs par rapport au niveau, mais est-ce que c'est ça qui fait que tu dois sauter? Non, mais au-delà de ça, ce qui est injuste, si je peux me permettre, c'est qu'il a été remercié sur des choix qui n'avaient pas été les siens. Oui, en plus. Oui, la difficulté, c'est assumer des. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait, le président, pour lui, c'était pas au coach de recruter, mais pour moi, pour moi, quand tu dois assumer, parce que tu vas assumer tes résultats, pour assumer tes résultats, il faut bien qu'en amont, ça soit toi qui sois décideur mais bien des entendu. profils que tu peux faire.
Ouais. Donc, et après, je te rejoins, Pépite. Oui, ben, tu sais, j'avais mes collègues, puisque j'ai Ahmed Aïtou Arabe que j'ai eu à Bergerac comme joueur. On était en relation avec Le Puy. Le Puy était un peu dans la même dynamique que nous. Ils montent, ils sont derniers. Ils ont une victoire, c'est vrai, à Bastia Borgo, mais c'est très compliqué pour eux. Et eux, ils sont très réactifs très vite en se disant que ils s'étaient trompés sur l'intersaison et qu'il fallait modifier l'effectif. Donc eux, ils ont eu la stratégie de modifier très vite l'effectif. Et nous, on aurait pu se retrouver autour d'une table et dire bon, mais voilà, coach, ça va pas. Qu'est-ce qu'il faut pour modifier, pour améliorer l'équipe. La preuve en est, c'est qu'après mon départ à l'intersaison, il y a eu 9 arrivées. Victor a décidé qu'il fallait améliorer l'effectif. Donc, tu l'as fait à l'intersaison, mais tu aurais pu le faire très vite au bout de 2 mois. Bien sûr. Mais ça n'a pas été fait, voilà, parce que du moment où les relations sont plus délicates, c'est compliqué, quoi. Voilà, tu préfères changer. Vas-y, Seb. Non, bah, déjà, c'est courageux de vouloir d'atterrir à Toulon. C'est le petit Marseille, hein, comme on dit dans le monde du foot. Après, quand tu parles d'arriver avec Victor Zvinka et d'autres joueurs, ça n'a pas été mieux après, hein, Fabien. Non, tu sais, Non, moi, mais ça n'a pas été mieux après. Donc, à un moment, on le sait, hein, changer un coach pour un autre, alors, je n'ai pas dénigré, mais le nombre de points faisait que c'était très, très difficile. Mais c'était pas mieux. C'était pas mieux. Après, on connaît la ferveur de Toulon. Moi, j'y ai joué. Ouais, ça a des très bons côtés. Ça a des très bons côtés aussi quand tu es adversaire. On peut s'en servir. C'est exceptionnel quand tu es entraîneur. Tu as pu le voir, toi. L'ambiance, c'est un club complètement très, très particulier. Mais je veux bien croire que ça a d'autres côtés plus difficiles avec la direction, les recruteurs, le fait de ne pas pouvoir choisir ses joueurs. Pour un coach, je le suis, hein. Non, je n'accepterai pas. J'accepte pas. Et comme dit Manu, tu es débarqué sans ces choix-là, sans pouvoir faire ces choix. C'est ça qui est. Mais bon, c'est Toulon, comme on dit, hein. C'est Toulon. Ouais, mais après, tu as raison sur un fait, c'est qu'aujourd'hui, avec du recul, le mot tu n'aurais pas dû accepter, oui, ça c'est aujourd'hui avec du recul, quand je vois par exemple aujourd'hui Bruno Irles qui quitte Pau, Oui. bon, je me dis, voilà, il a sûrement beaucoup plus d'expérience, de recul d'une situation où malgré ta montée, il faut savoir bien analyser si tous les éléments sont là pour poursuivre. Et moi, j'ai préféré ne pas voir et faire semblant et pour vivre ce National 1 parce que j'ai pas le même parcours, j'arrive de R3 et je me suis dit peut-être que dans ta vie tu ne vas le vivre qu'une fois. Bien sûr, oui. Donc j'ai pas de regrets parce que ça m'a fait grandir, mais bon voilà, Toulon, c'est sûr que j'ai vécu des avant-matchs sur mon banc, à regarder un stade et avoir les larmes aux yeux, de voir tout. Enfin, le jour de la montée de ce match contre MDA, enfin, ça sera à vie gravé dans ma mémoire, quoi. Voilà, des frissons partout dans ton corps. Tu es prêt à pleurer en te disant waouh, en amateur, je vais jouer devant 5000, 6000 personnes avec un club. Bon, dans le sud-ouest, toi qui connais Pépite, pour attirer 5000 personnes au stade. Moi, je connais ça, mais en Bretagne, je connais ça, mais pas dans le sud-ouest, non. Voilà, c'est ça. Ouais. Non. Après, je voulais juste couper pour les téléspectateurs, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde qui regarde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, d'accord? On prendra quelques questions là et on les posera à Fabien. Et là, je sais qu'il y a un téléspectateur qui a posé une bonne question, donc je vais te le passer. Je vais le mettre là, te poser une question. Donc, il s'appelle Rémi. Alors, j'espère qu'il va être dispo. Rémi, il faut mettre le micro. Alors, le Rémi, on va voir s'il va, dès qu'il y a le micro. Est-ce que tant qu'il met son micro, toi, au niveau diplôme, t'en es où? Parce que là, le fait d'être monté, le club peut-être s'était engagé sur le DEPF, peut-être engagé là-dedans? Non? Non, parce que donc à Toulon, j'avais signé 2 ans plus 1 si monté en Ligue 2. Puisque le président voulait monter les 2 années. Oui. Donc, quand je suis monté, si tu veux, pourquoi pas la fois où on s'est vu,
j'ai posé la question à mon président. Président, pour vous, le projet Ligue 2, c'est combien de temps? Donc, pour lui, il avait modifié un peu les choses. Il était sur 2 ans. Donc, je lui ai demandé d'être dans le projet Ligue 2. Pour moi, c'était voilà, de rajouter un plus un. Il a refusé. Et ensuite, j'avais une dérogation pour le BEPF. Donc, c'est pareil. Je lui ai demandé s'il pouvait avoir une participation et il m'a refusé aussi. Donc, moi, non, le diplôme, c'est un objectif plus personnel. Je m'y suis présenté pour la première fois l'année dernière. Bon, il y a 10 places, il y a du monde, hein, il y a des gros CV. Ouais, cette année, ça sera en août puisque ça a été décalé, le test de sélection. Écoute, on est 35, je crois, pour 10 places. Je me présenterai une deuxième fois. Voilà. Ouais. Ça Donc là, fait tu as quoi partie là? de ça. Le DES? DES? Ouais, voilà, j'ai le DES qui peut me permettre aujourd'hui, pas d'entraîner en National 1, mais d'entraîner jusqu'en National 2. Oui, bien sûr. Bon, ok. Voilà. Donc là, je vois. Alors, il y a une question de Nicolas Ternier. Donc, c'est quelle est la différence entre un coach de R3 et un coach national? J'ai toujours du mal à comprendre comment on peut passer de la R3 à la nationale. Au niveau tactique et causerie, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que ça a à voir quelque chose, la tactique et la discussion, la causerie d'avant-match, avec que ce soit une 3 et une Après, 3 il faut dire à Nicolas qu'il n'est pas passé de la R3 à la nationale. Hein. Il y a un parcours quand même. Oui, il y a 13 ans. CFA2, oui. Donc voilà. 13 ans. Oui. Oui. Non, tu te construis, voilà, et il a dit, il y a un parcours, tu te construis. Aujourd'hui, en plus des formations qui sont faites par notre fédération, aujourd'hui, si tu es passionné et tu es chercheur, pour moi, je te dirais c'est la même chose entre un coach qui n'a jamais joué et qui se retrouve aujourd'hui à gagner la Ligue des Champions. Voilà. Si tu cherches et si tu t'informes, il y a des gens qui sont autodidactes et qui arrivent à être chef d'entreprise et avoir créé des choses sans avoir fait obligatoirement d'études. Là, c'est la même. Pour moi, tu te construis à travers les matchs que tu vis. Sensiblement, les causeries pour avoir la mémoire de ce que je faisais à Lormont. Écoute, non, je pense qu'il n'y a pas une grande différence. Sur le plan tactique, si, après, les joueurs sont meilleurs. Les éducateurs en face de toi sont meilleurs, donc il y a une exigence supplémentaire, mais la passion que tu la vives en R3 ou que tu la... Tu sais, moi j'ai des collègues entraîneurs aujourd'hui qui sont en R3, sensiblement, ils ont des compétences aussi bonnes que les miennes. Hein. Je fais un coucou à Alex Jourdan qui a beau et bon encontre, il a son DES. Enfin, aujourd'hui, non, je ne suis pas convaincu que ça soit plus dur. Moi, tu as un confort en national que tu n'as pas en R3 où il faut que tu. Tu sais, j'ai fait une pige à Aurillac là parce que c'était compliqué. À Toulon, ça a été très compliqué sur la fin, donc j'avais besoin de retrouver de l'énergie et le président qui est un ami m'a demandé de venir les aider. Je me suis retrouvé en National 3. Écoute, voilà, tu fais la tablette, il faut que ça soit toi qui fasses la tablette, il faut que ça soit toi qui prennes les ballons. Enfin, non, moi, je ne vois pas obligatoirement une grande différence si tu es dans la recherche et si tu es toujours dans l'exigence de ce que tu veux faire. Moi, je ne vois pas obligatoirement une très, très grande différence. Très Oui, pour sincèrement. toi, ce n'est pas une question de niveau. Non, parce qu'en R3, l'explication que tu vas donner à un joueur, elle va pas obligatoirement être comprise. Bon, en national, tu n'as que des joueurs qui ont fait centre de formation. Et quand tu transmets un message, il est quand même beaucoup plus vite perçu que voilà, le temps de réaction, il ne va pas être le même. La compréhension ne va pas être la même. Donc, non, je pense qu'en R3, moi, toutes mes années au niveau régional m'ont servi pour la suite. Hein, vraiment, c'est très constructif, moi, je trouve. Oui. Je vais profiter de ça pour montrer un exercice comme on fait avec tous les entraîneurs qui passent donc, sur l'émission. On va proposer un exercice que tu as montré, que tu m'as envoyé et qu'on a monté. Donc, il y a une vidéo que je vais montrer que tu m'as envoyé par Messenger et puis l'exercice que j'ai monté après en 3D. Donc, le but, c'est de le montrer, tu l'expliques, puis on voit si Manu et Seb ils veulent participer ou moi dans l'évolution de l'exercice. Comme ça, les coachs, ils écoutent, ils regardent, et puis ça peut les intéresser aussi. Je transmettrai l'exercice après sur une page Facebook. Donc, je partage. Donc, je montre la vidéo. Donc, là, tout le monde voit la vidéo, on est d'accord? Oui. Hop.
Donc, je mets en place, donc je mets la lecture de la vidéo. Ça, c'est pour démontrer l'exercice visuellement. Donc, tu peux expliquer, Fabien, si tu veux. Oui, alors j'ai pris un exercice que tout le monde connaît, hein, le 4 contre 4 plus 3. Au-delà de l'exercice, si tu veux, c'était surtout pour parler de la méthodologie. Voilà, la méthodologie qui est aujourd'hui de travail, que moi j'ai construit au fil des ans. C'est ne plus scinder les choses, en fait. Pour moi, le football n'est pas obligatoirement une activité physique, c'est surtout une activité humaine. Et pour moi, on ne peut pas scinder les choses. Toute la tactique, la technique, tu la vis à travers ta semaine d'entraînement. Donc pour moi, l'important, c'est surtout avoir un modèle de jeu, c'est-à-dire une identité que tu veux faire comprendre à tes joueurs. Et cette identité-là, tu la vis au travers de ta semaine d'entraînement. Donc là, dans ce jeu-là, il y a beaucoup de principes de jeu. Donc là, on a ressorti le joueur libre, c'est-à-dire trouver toujours un joueur qui, lui, va avoir un espace-temps qui lui permet d'enclencher une autre action. Tu pourrais dire qu'il y a le jeu à 2, le jeu à 3, l'appui-soutien. Voilà, il y a plusieurs principes. Sur ce jeu-là, il peut y avoir un autre principe qui est à la perte, on fait un contre-pressing. Et sur l'image, on a voulu montrer la retranscription qui peut exister en match par rapport à un exercice. Parce que souvent, tu fais un exercice, mais quelle retranscription tu en fais de comment tu veux jouer le week-end. Donc là, c'était un exercice du joueur libre sur un espace réduit avec peu de joueurs pour qu'il y ait beaucoup de fréquences. Et là, tout d'un coup, il y a le transfert en match où tu vas chercher un joueur qui va aspirer un autre joueur et il va y avoir la remise et le joueur troisième qui va être libre et qui va avoir le temps d'enclencher une action. Voilà. Donc, je le montre voilà, plus. Là, c'est pas en vidéo, mais c'est plutôt en montage exercice 3D, donc 2D là. Ce que communément donc, là, on appelle. Tu l'as bien avec les 4 contre 4 plus les 3 qui sont donc en haut, en bas et au milieu. Donc ça fait 7 contre 4. Donc là, on voit dans le déroulement, donc ton idée, c'est bien ça. Alors attends, je vais le. C'est la recherche du troisième joueur, quoi. Oui, voilà, c'est la recherche du troisième joueur qui, lui, va avoir le temps. Alors, soit qui va être dans la phase de déséquilibre, soit qui va avoir le temps de pouvoir enclencher la phase de déséquilibre, voir le contournement. Mais l'idée, c'est voilà, de travailler dans la spécificité du football, voilà, dans le contexte d'activité, de pratique. Création d'espace aussi, hein, Fabien, c'est ça, hein? Tout à fait, création d'espace, tout à fait. Là, on le voit bien sur le truc, c'est la première passe, deuxième passe, on voit bien que c'est sur un côté, donc un appui remis sur un côté, ça fait venir le bloc adverse. On voit bien les 4 joueurs qui font l'effort de se déplacer pour venir sur le joueur qui a le ballon. Et sur le deuxième mouvement, le fait d'avoir attiré le bloc, on voit que du coup, le joueur joue sur le joueur central qui sert d'appui et donc de fixation, de point de fixation. Et du coup, ça déstabilise un des 4 joueurs qui vient fixer, donc qui vient sur ce joueur qui est central. Et du coup, ça ouvre un espace pour une passe qui est à l'opposé, en gros, pour aller trouver un jeu à l'opposé. Donc, du coup, tu as fixé 4 joueurs sur le tempo. Et ça, si tu le fais après en match, donc l'idée, pour encore une fois montrer l'évolution sur un match, là, on est à 11 contre 11. On voit bien le joueur, là, c'est le 6 qui a le ballon. Il va fixer en faisant une passe à son milieu offensif plutôt droit ou gauche, mais en tous les cas sur le droit sur ce coup-là. On voit le joueur adverse donc, qui se déplace pour venir donc, sur le duel, sur le porteur du ballon. Et sur le deuxième mouvement, donc, il lui remise le ballon. On voit le déplacement donc, du 6, qui est quoi, du 8 ou 6 en face, le blanc là, qui se déplace, qui vient fixer, donc, qui a été fixé par la passe appui remise. Et du coup, ça libère un espace pour une passe en profondeur qui élimine la ligne. Et donc là, on est sur la troisième qui élimine la ligne. Et du coup, on va trouver un joueur en profondeur. Et ton idée, elle est bien là. C'est ce qu'on voit sur tout à fait. Et après, l'idée, c'est de réagir en fonction de la décision de l'adversaire. Imaginons l'adversaire ne vient pas sortir sur le joueur sur lequel on a fait la passe. De sa position de 3/4, il peut de suite se retourner et se retrouver face au jeu. Et s'il vient, voilà. Donc après, c'est surtout l'objectif pour moi, c'est surtout le principe de propension, c'est s'habituer à toute la semaine par des exercices qui ont une relation directe avec comment tu veux jouer, qui fait qu'à un moment donné, des situations deviennent des automatismes et qui fait qu'on a de vraies relations collectives et une vraie compréhension, parce que l'objectif, c'est surtout que le joueur il comprenne pourquoi on fait ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
cet enchaînement de passes, de dédoublement, il n'est pas obligatoirement que pour les axiaux, hein. Il peut être aussi bien sur un Bien sûr, côté que Sur les au bandes milieu aux latérales. attaquants, que des défenseurs au milieu. bien sûr. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec des Barça et autres, c'est bien ça, c'est du jeu d'appel, appui, remise avec objectif décalé et trouver des solutions de passe plus hautes pour aller refaire ce jeu un peu plus haut jusqu'à qu'on aboutisse sur la finition et autres, quoi. Et quand on n'a pas la solution, parce que j'ai vu sur tes tactiques aussi, c'est que quand on n'a pas la solution, on ressort, on reprend le temps de faire tourner et on rebascule de nouveau sur ce genre de jeu. Voilà, c'est ça. Tu as tout dit. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? C'est la méthodologique de Johan Klopp. Donc, oui, c'est Jürgen tous Klopp. les tacticiens qui cherchent à faire du jeu. C'est l'objectif, Oui, hein. tu sais, moi, j'invente pas le foot, hein. Je suis un voleur, hein. Même les plus grands techniciens, ils le disent. Après, c'est quelles sont tes convictions et comment tu t'y retrouves, toi, dans ce que tu veux que ton équipe, elle exprime. Donc, moi, je suis sensible à l'émotionnel. Voilà, moi, je vais être admiratif de ce que va faire mon équipe si je fais une action de jeu que je retrouve dans le travail que j'ai fait et on va marquer. Bon, voilà, moi, avoir un jeu direct et je dis souvent à mes joueurs, si on doit jouer direct et attendre l'erreur de l'adversaire, on boit une bière le vendredi, les gars, et puis on joue le match, quoi. Oui. Mais voilà, l'objectif pour moi, c'est d'essayer de faire comprendre à des joueurs que quand ils étaient petits, dans la cour de récré, ils voulaient avoir le ballon. Donc aujourd'hui, l'objectif pour prendre du plaisir, c'est d'essayer d'imposer les choses à l'adversaire. Et comme je suis plus sur des projets montés, pour monter, toutes les équipes qui gagnent aujourd'hui ou qui montent sur une durée longue, tu dois obligatoirement imposer, créer l'espace parce que tu vas te retrouver avec des blocs en face de toi. Donc l'objectif pour nous, c'est d'essayer de réfléchir à comment mettre en difficulté l'adversaire. Voilà, donc oui, bien sûr que par le jeu, bien sûr que, comme je disais tout à l'heure, on va fouiner et pour fouiner, tu fouines ce qui te paraît être très performant. Et aujourd'hui, performant, oui, c'est Guardiola, c'est Club, c'est Leipzig, c'est toutes ces. Même si on est un amateur et qu'il faut gérer par rapport au monde amateur, mais sensiblement, pour moi, tu peux le retranscrire au niveau amateur, hein. Oui, bien sûr. Est-ce que tu essaies en entraînement, tu les cales, la question, il y a une question. Est-ce que tu fais beaucoup de jeux? Est-ce que tes entraînements sont basés en réflexion beaucoup sur le jeu, même la partie athlétique? Disons que la méthodologie, elle est sur la prise de décision. Donc, sur la prise de décision, tout ça va être face à un espace vivant. Donc, il va y avoir du global où on va faire du 10-10, voilà, dans la semaine, c'est le mercredi, hein, c'est la séance où on peut le plus se rapprocher du match. Donc là, ça va être vraiment ce qu'on veut mettre en place. Le mardi, on va être aussi sur des situations de jeu, mais comme on a vu, voilà, des situations plus réduites, parce que l'objectif de la méthodologie, c'est basculer que sur des situations de jeu, mais être aussi en adéquation avec les dominantes athlétiques qu'il faut travailler. Donc les dominantes athlétiques, c'est la force, c'est l'endurance et la vitesse. Donc en fait, la semaine, elle découle avec la récupération au tout début de semaine. Et ensuite, mais que des situations que l'on va retrouver en match et qu'on ressort de matchs et on met des jeux qui voilà, le latéral droit va se retrouver souvent dans des situations qu'il va vivre le week-end. Donc oui, beaucoup à 90% aujourd'hui, ma méthodologie, elle est sur des situations de jeu, ouais, parce que pour moi, l'objectif, c'est de faire comprendre, d'impliquer les joueurs et de créer des habitudes. Voilà. Donc pour créer des habitudes, si tu fais un plot à un plot, tu ne crées pas d'habitude collective. Donc je préfère privilégier le collectif et les situations de jeu à peut-être un travail athlétique. Pour moi, l'athlétique, si tu fais, nous on fait 5 séances par semaine, si tu fais 5 bonnes séances par semaine qui sont cohérentes entre la force, l'endurance et la vitesse, on n'a pas obligatoirement besoin de rajouter des séances physiques synthées. Voilà. Donc, ça demande à l'entraîneur une réflexion dans ces séances d'entraînement
et beaucoup plus de travail, oui, puisqu'il faut toujours essayer de réfléchir à ce que tu vas mettre en place le week-end. Seb, tu avais une question, quoi? Non? Non, J'ai le téléspectateur qui est là. Donc Rémi, vous êtes là? C'est bon? Oui, c'est bon, je suis là, oui. D'accord. Ben, allez-y, posez la question à Fabien. Oui, bonjour à tous, bonjour Fabien. Bonjour. Voilà, j'ai une petite question pour vous. Je voulais savoir quelle était la différence d'entraîner un club de R3 comme Lormand et un club de national comme Toulon. Ben, écoute, j'ai répondu tout à l'heure au technicien. Pour moi, ben, c'est surtout l'environnement qui est différent. Voilà. En R3, ben, tu as des joueurs qui vont être d'une exigence différente, puisqu'en R3, j'ai vécu mon rôle d'entraîneur avec des joueurs qui travaillaient, avec des joueurs qui n'étaient pas obligatoirement présents à toutes les séances, des joueurs qui avaient des objectifs différents. Il y avait celui qui venait avec du loisir, celui qui, lui, était un peu ambitieux et qui voulait accéder, alors qu'en national, tous les joueurs sont professionnels, donc avec des objectifs personnels et des objectifs collectifs. Après, sur le management, je pense pas que ce soit plus compliqué en national qu'en R3 de manager. Et après, sur l'aspect compétitif, ben oui, après, ça demande beaucoup plus d'exigence, de réflexion, parce qu'en face de toi, tu as des joueurs qui sont capables de faire mal sur le plan individuel et de perforer une organisation défensive, et des techniciens qui maîtrisent beaucoup de choses. S'ils voient que tu as une insuffisance d'un latéral droit, ils vont être capables de vite l'avoir. Donc, c'est l'exigence qui est différente, mais fondamentalement, la vie d'entraîneur, elle n'est pas différente. Voilà. Émotionnellement, elle n'est pas du tout différente. Les victoires que j'ai vécues en R3, elles étaient aussi fortes émotionnellement que ce que j'ai pu vivre en national. Donc, voilà un peu si j'ai répondu à ta question. Rémi, la réponse vous convient ou pas? Oui, elle me convient, oui. Est-ce que vous jouez, vous êtes joueur? Comment? Est-ce que vous êtes joueur ou entraîneur? Vous faites quoi, vous? Moi, je suis joueur. D'accord. Vous avez joué à quel niveau? Mon plus haut niveau, c'était CFA. D'accord. Quand même. Et je suivais beaucoup le coach Fabien Pugeot. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre… Vous avez la caméra sur votre ordinateur? Comme ça, on sait jamais si vous croisez, oui, j'ai la caméra, oui. Ben, mettez-la pour voir. Comme ça, Fabien, si tu le croises, tu lui mettras une baffe. Fabio! Ah, c'est des bons souvenirs, tout ça. Ah oui, des très bons souvenirs même. Hein. Voilà les plaisirs de mes premiers pas comme entraîneur. Voilà. Ah, il s'appelle pas Rémi, on est d'accord, hein? On est d'accord, il s'appelle pas Rémi. Hein. Comment il s'appelle celui-là? Monsieur, présentez-vous. Mais tu l'as eu aussi, Pépite, non? Bien sûr, je l'ai eu. Oui, c'est ça, on a eu en commun. Voilà. Isma, présente-toi s'il te plaît. Comment? Présente-toi et dis comment tu as connu Fabien. Et voilà, je me présente, je m'appelle Kamardine Ismaël et en fait, j'étais joueur à l'USL de Lormand et j'étais entraîné par Fabien Pugeot, c'était mon entraîneur. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a lancé. De quel niveau à quel niveau? Comment ça? De quel niveau à quel niveau tu l'as eu, Fabien? En fait, moi, j'ai commencé à Lormand en débutant. D'accord. J'ai fait vraiment toutes mes classes à Lormand. Et du coup, à l'époque, moi, Fabio, il était comment ça s'appelle? Il était éducateur. Et du coup, en étant petit, je le voyais souvent. Et après, j'ai commencé à les intégrer à l'âge de 18 ans, je crois. Je commençais à m'entraîner avec eux et tout. Et après, voilà, il m'a lancé dans le grand bain. Et c'est ce qui m'a plu. Et vu qu'il me connaissait par cœur, comment? En quelle division tu as commencé avec Fabien? Mais déjà, j'ai commencé c'était en DHR, je crois. D'accord. Donc au début, c'est ça, tu as l'entraîneur. C'est ça, je me souviens. Tu te souviens? Donc tu as évolué en même temps que lui, en fait. Après, il m'a lancé en DH. Ouais. Et après, il m'a lancé en CFA2. Et je me rappelle, le premier match, c'était quand… Tu as même été sélectionné. Hein. C'est bien, il a une évolution comme toi, Fabien. Parce que tu as été sélectionné aussi. Oui. D'ailleurs, il était dans le staff. Il faisait partie du staff. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé de ça, Fabien. Eh oui, c'est vrai, j'ai pas abordé cette parenthèse, qui est une parenthèse importante
dans le fait que je me sois totalement décomplexé du très haut niveau. Voilà, donc j'ai un ami qui s'appelle Amir Abdou, qui entraîne qui entraînait dans le Grand Sud-Ouest et qui a eu l'opportunité de se retrouver sélectionneur des Comores. Et sur ses premiers pas, il a souhaité avoir un staff et il a fait appel à moi, qui à l'époque était à Bergerac, puisque j'étais à Bergerac à l'époque. Ouais, c'est ça. Et au premier rassemblement, mais voilà, il y avait une mixité de joueurs, donc des gens du monde amateur, CFA2, CFA, et il y avait aussi des gens de Ligue 1, quoi, de Ligue 2. Et je me suis retrouvé au milieu de tout ça, et c'est la première fois que je me retrouvais à entraîner des professionnels. Et c'est là où, par rapport à ce qu'il pouvait dire tout à l'heure, est-ce que c'est plus dur, je me suis aperçu qu'au final, non, c'est beaucoup plus simple de cohabiter avec des gens du monde pro. Et donc, je me suis dit, en fait, moi qui avais une image en me disant, oh là là, tu ne pourras jamais entraîner des professionnels, je me suis dit, non. Donc, ça m'a beaucoup décomplexé sur cette parenthèse aux Comores. Et bon, aux Comores, on a joué devant des 60 000 spectateurs au Ghana. Non, c'était exceptionnel. J'ai vécu des choses. C'était une bonne coupure, en fait. Une bonne expérience par rapport au moment où tu te posais la question, est-ce que je peux aller encore plus haut que Bergerac? Et là, ça t'a montré que… non, ça a été aussi déclencheur de l'envie de nos limites, quoi, de se dire, bon, mais pourquoi pas, allez, vas-y, pourquoi il y en a d'autres qui l'ont fait. Bon, moi, je suis admiratif de Pélissier, voilà, c'est mon exemple, ce gars-là. Donc, je me dis, si des gens comme ça, ils sont arrivés aujourd'hui dans le monde amateur, de Bruno Luzzi, c'est des exemples pour nous. Voilà, ils sont partis du monde amateur et ils ont été totalement décomplexés en se disant, non, nous, on est capable de pouvoir le faire. Donc, l'un dans un club où, en famille, ils ont construit de là où ils sont partis jusqu'à aujourd'hui en Ligue 2 et Christophe qui est parti de la région toulousaine et qui a franchi toutes les étapes. Donc, moi, je suis un peu dans cette dynamique-là en me disant, adviendra ce qui adviendra, mais vis ta passion à bloc, quoi. N'aie pas de regrets. Ouais, c'est là où c'est marrant, c'est que Isma qui va revenir, parce que tu connais Isma en technologie, c'est peut-être pas pourtant il se démêle. Là, c'est intéressant parce que tu as évolué, mais si on prend l'exemple de Isma, mais il y en a d'autres. Isma, il a démarré en BHR avec toi, donc ça montre l'évolution. Il a passé différentes étapes, différents niveaux comme toi, et au final, tu te retrouves même en sélection. C'est quand même beau, quand même, je trouve, de se croiser de nouveau en sélection. Et toi, derrière, tu continues ton bonhomme de chemin jusqu'à Toulon. Donc, l'aventure, elle est belle et j'espère qu'elle fait que démarrer, en tout cas. Moi, je te souhaite. Quel avenir pour Fabien? C'est quoi l'avenir? Ce qui est beau dans ce parcours, c'est que en étant manager, je l'ai connu jeune, en fait. Oui. Donc en fait, avant de le voir arriver dans mon équipe en DHR, c'est quelqu'un sur lequel on avait des liens affectifs déjà parce qu'on avait eu une relation sur les équipes de jeunes. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de te dire que le prochain projet, ça peut être un projet où on peut construire des choses, parce que ça c'est l'exemple typique. Je pense que si je l'avais pas vu en jeune, peut-être que j'aurais pas décidé qu'il intègre l'équipe aussi vite, parce que humainement je voyais qui il était, je savais sa personnalité. C'est quelqu'un de batailleur, qui ne lâche jamais rien, qui est beaucoup à l'écoute. Donc c'est important ce rôle-là de pouvoir avoir une vision globale du club et pas obligatoirement que de ton équipe. Ça fait que des fois tu oublies des joueurs alors qu'ils ont les qualités pour s'exprimer. Et lui en fait partie, oui, lui est surtout quelqu'un de très attachant, très respectueux de l'entraîneur. Et Manu, Seb, ça vous fait penser à quoi? C'est intéressant quand même là, son parcours à lui aussi. Ouais, la particularité des Comores, j'avais eu monsieur Eman Amdou, c'est ça, hein? Amir Abdou. Amir, ouais. Il m'avait appelé aussi pour être en contact et j'avais trouvé. J'ai suivi l'expérience de cette équipe-là, donc c'est vraiment particulier, quoi. C'est un autre rôle encore dans l'investissement du management et du coaching. Ouais. Ouais, ils sont d'ailleurs aujourd'hui, je crois. Il n'y a pas d'Ovani qui est peut-être, hein, Fabien. Oui. Voilà. Ils sont aujourd'hui dans une durée de vie de, je crois que sans me dire de bêtises, 5-6 ans. Ils sont en bonne position pour se qualifier pour leur première CAN. Ouais. C'est ça. Donc c'est un vrai projet exceptionnel. Ouais. C'est très, très, très magnifique ce projet. Parce que tu pars d'une feuille blanche en fait.
Ouais, Et c'est les ça. projets où tu pars d'une feuille blanche, c'est souvent les meilleurs projets. Et au niveau, si tu peux me permettre, au niveau des jeunes joueurs, c'est aussi la preuve que s'ils s'accrochent, il n'y a rien d'impossible, hein. La preuve avec Ismaël. Hein. Donc, Oui. Après, moi, c'est vrai que jamais rien lâcher, quoi. c'est vrai que dans mon parcours, j'ai une sensibilité dans ma pédagogie envers la jeunesse, quoi. Voilà, on parle de Lormont, des gens qui ont signé pro, mais quand je vais à Bergerac, on a Mehdi Fekrach qui signe pro à Nantes, on a Mamadou Kamisoko qui signe pro à Lorient. Là, à Toulon, il y a eu Alexis Goncalves qui a signé pro à Châteauroux. Là, on a la bonne surprise d'apprendre que Morgan Guelavogui, qui n'était pas titulaire quand je suis arrivé à Toulon, va signer 3 ans au Paris FC. Donc, moi, voilà, j'ai une vraie sensibilité sur les jeunes. Ouais, voilà, j'ai une approche, puisque je suis sur la progression du joueur. Et du moment où le joueur est à l'écoute et il a envie d'apprendre, avec moi, ça colle, quoi. On est d'accord. Et moi, j'avais aussi une question par rapport justement à l'évolution de coach, les différentes étapes que tu as eues. Aujourd'hui, il y a une émission qu'on fera un jour, c'est sûr, parce que tous on y est passé à un moment donné. Le coup de bambou que tu as pris un petit peu, je pense, plus à Toulon que Bergerac ou autre. Ce coup de bambou, tous les entraîneurs en connaissent, je pense, plus que un. Est-ce que tu le prends comme une expérience? Est-ce que ça remet les choses, ça te remet les pieds sur terre? Ça te refait penser ou ça te met dans un contexte de te dire mes prochains challenges, je ne retournerai pas dans ce genre de cas? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que ce coup de bambou, ça perturbe, je sais, mais est-ce que ça te donne une autre réflexion peut-être? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une émission qui fera sur ça. Hein. En fait, il y a plusieurs phases, en fait. Il y a la première phase où t'en veux. Pour toi, tu n'as pas de... Voilà, t'en veux parce que tu trouves injuste. Voilà, il y a le côté injuste de te dire pourquoi moi, alors que je ne suis pas l'unique responsable, parce que dans une réussite, c'est une réussite collective et dans un échec, ça ne peut pas être un échec individuel. Donc, il y a cette première phase. Après, il y a la deuxième phase où tu vas commencer à échanger, parce qu'au début, tu t'isoles, tu vois, tu t'isoles avec toi-même. Et à la deuxième phase, tu vas échanger. Donc, tu vas échanger avec des gens qui ont vécu la même chose que toi. Et comme eux, ils sont dans la phase d'après, ils te remontent le moral en te disant, la phrase qui remonte souvent le moral, c'est « Ah, ça y est, tu es un entraîneur, Fabien. Ça y est, tu t'es fait virer, donc ça y est, tu es un entraîneur. » Donc, cette phase-là, elle est positive. Et puis après, on rentre dans, voilà, ça y est, c'est fait. Et puis moi, ce qui m'a aidé, comme il a dit, c'est la suite de Toulon en me disant, ouais, en fait, ça s'améliore pas. Moi, j'étais à 0,6 points par match. Le coach Japré qui a gagné une Coupe de France, qui a vécu de fou, qui a le BEPF, il est à 0,4 points par match. Donc, il a eu de nouveaux joueurs. Donc après, tu te dis, ça y est, j'étais pas l'unique responsable. Et puis après, tu te construis pour le prochain projet en te disant, tu te mets avec ta feuille et tu te dis, voilà. Maintenant, le prochain projet, qu'est-ce que je veux plus? Tu barres, voilà, et tu dis ça. Mais après, soit tu as la possibilité de choisir, ou soit tu peux retourner dans le projet qui n'as pas la possibilité de choisir et tu te retrouves dans un projet un peu bancal. Bon, moi, j'ai décidé que j'étais prêt à attendre, mais il fallait que je puisse avoir un projet où, voilà, je vais vraiment prendre du plaisir. Mais après, moi, c'est cumulé parce que je suis transparent. C'est cumulé à cette période d'échec, une période très difficile dans ma vie où je me suis retrouvé 40 heures en garde à vue pour du football. C'est-à-dire que c'est greffé à notre fin de saison des suspicions de matchs arrangés contre Jura Sud, alors que quand tu vis comme moi le match, tu ne veux même pas imaginer que le match il a été arrangé parce qu'on est mené 1-0, on fait 1-1, on revient, ils nous reprennent 2-1, 2-2, le gardien se fait expulser, on gagne un peu par miracle. Et voilà, et l'affaire a poursuivi, on a tous été mis sur écoute et moi, je suis un passionné de foot. Pour moi, je ne peux pas vivre des choses comme ça. Et donc, tu te fais réveiller à 6 heures du matin devant tes enfants pour du football. Donc, moi, je l'ai vraiment très mal vécu après. J'ai pris du poids, j'étais pas bien. Et c'est surtout ma femme que je remercie parce que ma femme, c'est mon adjoint. Hein, elle est plus foot que moi. Et c'est elle qui m'a mis un grand coup de pied parce que tous les gens me conseillaient de ne pas aller en National 3, de dire non, on ne va pas parce que
tu es catalogué entraîneur de National 2 haut niveau pour peut-être jouer des projets, ne va pas en National 3. Et elle m'a dit, écoute, n'écoute pas, va en National 3, va aider quelqu'un, c'est très valorisant et beaucoup d'humilité, ça va te faire du bien. Et je suis allé à Aurillac, ils m'ont accueilli comme super, ils m'ont mis à l'hôtel, c'était vraiment super. Et j'ai repris goût à des gens simples, à des gens authentiques. Et aujourd'hui, j'ai une énergie dingue et bientôt, je serai dans un projet, j'en suis persuadé. Tu as rechargé les batteries, quoi. Ah, là, j'ai rechargé, j'ai réécrit mon projet de jeu, j'ai réécrit beaucoup de choses et voilà, j'ai beaucoup d'énergie parce que l'énergie, c'est essentiel quand tu es entraîneur. C'est l'ADN essentiel, l'énergie. Alors, j'ai une question de quelqu'un qu'on connaît tous, je pense, c'est Jordan Galtier, donc qui est en Corse, qui met Ouais. Fabien, fais-tu du travail athlétique dissocié? Alors, je te la pose. Bah alors, je serais menteur si je dis non. En fait, il y a le travail collectif, c'est-à-dire le moment où la séance commence collective et la séance finit. Là, jamais. Que du travail face à des espaces vivants, que ce soit réduit ou avec un effectif total. Par contre, avant l'entraînement et après l'entraînement, puisque moi j'ai le privilège d'avoir des gens qui travaillent avec moi, on a un travail individualisé, où en fonction des carences, qu'elles soient musculaires, articulaires, des déséquilibres, et là il va y avoir un vrai travail qui va être fait, mais plus un travail individualisé. Et si des joueurs estiment ou nous on estime que dans la méthodologie qu'on a mis en place, alors on a des GPS, mais moi je considère que le nez, le ressenti et le visu de ton expérience, il n'y a pas mieux. Si on estime, parce que la méthodologie, elle implique deux choses. Elle implique beaucoup d'intensité, puisque tu fais que du jeu, et beaucoup de concentration. Si on estime que l'intensité ou la concentration n'est pas là, ça nous arrive de rajouter un travail individuel dissocié. Oui, ça, bien sûr. Mais la logique, c'est pas de travail athlétique dissocié. Voilà. Voilà. Tout dépend du niveau, en fonction du niveau où tu es. Tout dépend du niveau où tu es et du temps que tu as à partir. Voilà, bien sûr. Après, on est d'accord. Si tu as 2 séances par semaine et que tu es joué. Bon, voilà. Après, le coach, la première qualité, c'est de s'adapter. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Vas-y, Manu. Non, mais il a tout dit, hein, parce que si tu n'es pas dans l'adaptation, tu peux pas y arriver, quoi. Il vient fort justement de le dire. Tout dépend du niveau, tout dépend des moyens, tout dépend du temps, tout dépend des contraintes aussi que tu peux avoir. Voilà, c'est tout. Après, c'est exactement ça, Fabien. Je suis complètement d'accord avec toi. Vas-y. Tu sais, Manu, on a été confronté à une chose, c'est qu'on a eu une génération de joueurs qui a été automatisée au travail intermittent, 15-15, 30-30. Oui, je confirme. Et on a eu beaucoup de joueurs à nous quand par exemple, on a fait une préparation physique où ils n'allaient pas courir dans les bois. Et pour eux, ils n'avaient pas travaillé sur le plan athlétique. Et il y en a qui ont été en demande de dire, mais coach, moi, pour que je me sente bien, il faut que je fasse du travail intermittent, sinon je ne peux pas. Et donc, on a accepté que le joueur il fasse son travail intermittent, parce que pour nous, sur le plan psychologique, c'était important qu'il ne soit pas perturbé. Donc, ça nous est arrivé avec beaucoup de joueurs qui avaient été formatés au cursus de la FSF, où nous, on a aussi été formés comme ça, où le travail athlétique, il se fait sur du travail intermittent. Oui, tout à fait. Isma, toi qui l'as eu à Fabien, comment tu l'as perçu comme coach, toi, avec tes autres collègues joueurs, dans les prépas de match ou dans les speeches d'avant-match? Comment il était? Tu peux nous donner ton avis de joueur? Comme tous les coachs, il était déjà niveau jeu, il aimait trop le jeu. Donc en fait, du coup, les entraînements étaient basés de ballon. On faisait que du ballon. Et après, on faisait beaucoup de physique un peu, mais plus de ballon que du physique. Et après, son discours, c'est voilà, il n'aimait pas qu'on se fasse marcher dessus. Là, vous voyez, c'est bon. Il n'aimait pas qu'on se fasse marcher dessus et tout. Et puis voilà, c'était un très, très, très bon coach en tout cas. Franchement, j'ai pris du plaisir à ses côtés et tout. Et la plupart des joueurs, même en sélection et tout, il y a eu que de bons retours à son égard. Ils étaient tous contents. Donc, ça résume tout. Hein. Mais oui, c'est bien. Tu vas me faire pleurer Fabio. Putain. Non, c'est vrai. C'est vrai que, par exemple, la construction, c'est qu'à l'époque de Lormont, on faisait beaucoup de travail physique isolé. Oui, ça c'est une construction qui s'est faite
au fil du temps, mais au début, on était beaucoup sur. Voilà, on apprend. Hein, c'est souvent en faisant des erreurs et en se disant, ben non, je ressens pas les choses comme ça qu'on apprend. Hein, de toute façon. Il faut du temps. Hein, pour arriver à une idée réellement de ce que l'on veut, il faut du temps pour moi. Alors moi, j'avais une question de Marie-Laure qui me l'a posée hors antenne, bien sûr. C'est est-ce que Fabien, il a trouvé un club? Fabien, est-ce que tu as des projets en cours ou est-ce que tu es à la recherche encore de projets? Est-ce que tu as des contacts? C'est quoi ton avenir? Est-ce que C'est pour Marie-Laure, hein. Tu lui réponds ou pas? Ma réponse est difficile. Je dirais que je vais trouver un projet. Oui, voilà. Si je suis un peu coquin, je dis je vais trouver un projet dans quelques jours. J'aurai un projet. Voilà. Un projet vraiment qui me correspond et dans lequel je vais prendre beaucoup de plaisir. Voilà. Mais j'ai bien compris, voilà, qu'à mon niveau, il y a de la communication et je ne peux pas annoncer aujourd'hui les choses. Oui. Voilà. Parce qu'Isma, il attendait de savoir où tu allais. Voilà. Mais, En fait, tu veux savoir à l'air d'Orpo où tu es, c'est pour ça. Non, mais j'ai refusé des projets parce que j'attendais le bon projet et je pense que le bon projet va arriver. Voilà. Donc, tant mieux pour. Ouais, c'est bien. En tous les cas, nous c'est du plaisir et du réel plaisir de faire cette émission et de recevoir des coachs et d'échanger comme on le fait là. C'est vraiment ça, c'est super intéressant. Et puis, je pense que les gens, je vois bien l'affluence et il y a de plus en plus de monde. Comme je disais, on atteint maintenant 10 000 vues par émission en l'espace de 2-3 jours. Donc, il y a une grosse demande. Donc, ça fait plaisir d'entendre parler des coachs qui ont différents profils et qui, au final, montrent leur expérience et leur parcours. Donc déjà, très satisfait de t'avoir reçu en tant qu'ami et puis en même temps de te faire venir sur cette émission. Ça fait plaisir. Nous avons, je préviens pour les gens qui écoutent, nous avons dans les prochaines émissions, donc nous avons des entraîneurs aussi qui vont arriver avec les prochains. C'est demain, c'est Alain Pochat, que tu dois connaître d'ailleurs. Donc Alain Pochat, entraîneur de national. Qui est un vrai exemple pour moi. Hein. Un vrai exemple. Voilà, je suis beaucoup ce qu'il fait, vraiment. Qui a Villefranche, qui est passé par Bayonne d'ailleurs au départ. Donc Alain, super entraîneur, intéressant aussi à écouter. Il y a Luis Satora, donc c'est un ancien joueur pro de Ligue 1 qui est parti aux États-Unis, qui a un parcours de dingue. Et il faut surtout écouter la version football, le soccer américain, c'est quelque chose de dingue, ça n'a rien à voir. Il y a Frédéric Biancalani, donc avec la D1 féminine de Guingamp. Il y a Sandy Guichard, préparateur physique de l'AS Monaco, qui a pas mal bougé lui aussi. Il y a Pierre Aristouille, que tu connais aussi, qui était donc l'entraîneur de Marsan et qui est aujourd'hui responsable de la réserve du centre et qui fait de bonnes choses. Et pareil, au niveau du jeu, il est très intéressant comme toi. Il propose du jeu très léché et c'est vraiment super intéressant. Il y a d'autres entraîneurs comme Xavier Collin, que tu as joué aussi. Oui. Donc voilà, qui est donc dans le club de Seb Épinal. Il y a Jean-Marc Furlan qui devrait être là aussi. Il y a Thierry Froger, Eric Blaïc, Frédéric Hans, Dimitri Lipov, qui est lui entraîneur de D1 féminine en Chine. Donc, c'est que des personnes comme ça. Patrice Neveu, que tu dois connaître aussi. Oui, donc, c'est plein de monde comme ça. Il y a Yannick Esnel que j'ai eu comme entraîneur des gardiens, dont je fais le bisou puisqu'il doit nous écouter. Il est adjoint de Patrice Neveu aujourd'hui avec la sélection du Gabon. Exactement, oui. On en a parlé avant-hier avec Xavier Neuz, que tu dois connaître aussi. Xavier Neuz, qui est en sélection. Donc, on reçoit plein de profils différents qui ont des carrières et des vécus différents, qui racontent leur passage de joueur et leur passage en tant qu'entraîneur ou staff. Et il y a des corrélations qui sont super intéressantes. Et donc, ça fait profiter tous les coachs et on aborde une séance technique ou tactique, comme on l'a fait. Et donc, l'idée, c'est que merci à tous ceux qui écoutent. Merci de diffuser. N'hésitez pas à partager et à dire qu'est cette émission. Et puis, il y a tout ça sur Coach Live. Donc, voilà. À toi, Fabio, je te laisse la dernière parole. En tous les cas. Non, mais tu as dit, je suis le premier à regarder votre émission et j'apprends beaucoup. Voilà. C'est en écoutant et en observant ce qui fait autour de nous, ce qui est fait, qu'on apprend. Et ça, c'est des super émissions parce que c'est rare quand on puisse avoir le témoignage de quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui vit les choses un peu comme nous, qui a eu des parcours, donc c'est génial. Alors, je ne vais pas manquer à ce que j'avais promis. Je vais faire un petit bonjour à Magali, qui est la secrétaire du district du Lot-et-Garonne, puisqu'elle m'écoute, à Alex Jourdan, à Jérôme Dupic, tu connais, qui est entraîneur de Belin-Bellier,
Et puis à tous les gens qui ont partagé avec moi de grandes émotions. Voilà, mon staff à Bergerac avec Christophe et Alex et Nico Ribot qui sont tous des amis aujourd'hui. Voilà, et j'ai un réel plaisir à avoir participé à votre émission parce que pour moi, voilà, c'était sympa de pouvoir faire partager mon expérience. Merci encore pour ton invitation. Eh bien, merci à toi d'avoir répondu présent. Manu, Seb. Merci Fabien, Ismaël. Merci à vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci à toi et bon courage pour la suite. Ouais, salut Rémi. Merci. Ciao. Salut à tous. Salut Rémi. Salut Rémi. Allez, ciao. Merci beaucoup en tous les cas. Salut. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Salut.